Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de Sora, Sora comme d'habitude, mais Sora en perspective de long terme. Alors de très long terme, et pour ça ça va demander de regarder un petit peu ce qui peut se passer au niveau de l'arrivée des nouveaux joueurs, parce que ça va conditionner une partie de l'évolution de Sora. Je vais aborder aussi quelques facteurs de risque. D'abord je commence juste par des news, parce que ça m'a été demandé aussi, on m'a dit c'est bien de traiter les sujets de fond, mais raconte-nous aussi un petit peu ton expérience Sora, donc je fais vite en 30 secondes. Ce que je bâtis en ce moment, c'est de la Champions Europe, donc j'aime bien cette division parce que des joueurs assez célèbres et plaisant à voir jouer quand on regarde en Ligue des Champions, tout ça. Donc j'essaye de me faire une D2 Europe, hein. C'est le sens de l'achat de Rudiger ou de Leroy Sané. Mais aussi des divisions de D3 et D4 parce que des fois j'arrive pas à rassembler assez de joueurs pour jouer en D2, donc dans ce cas-là je joue en D3 pour avoir 3 rares et 2 super rares. J'ai fait l'acquisition notamment de Cristiano Ronaldo qui a vraiment bien marché hier contre le Luxembourg. Bon, c'était une chose à prévoir, voilà. Diogo Costa, si jamais vous avez l'occasion d'en prendre un, c'est aussi super intéressant parce que c'est titulaire avec Porto. Il joue en U23, mais il va faire 7 saisons en U23. Et comme il est du mois d'août, en fait, il va aussi faire la saison d'après et encore celle d'après. Donc c'est 3 saisons U23, Diogo Costa. Donc faut faire gaffe avec les dates de naissance, hein. Un gars qui est né après le 1er juillet est plus intéressant qu'un gars qui est né avant le 1er juillet. Il peut faire une saison de plus en U23. Donc Diogo Costa, bon ça c'est pas pour ma Champions Europe, mais pour mon U23. Mais par contre je cherche à faire des recouvrements, c'est-à-dire que si possible, Diogo Costa, enfin Diogo Costa et d'autres, mais quand je les recrute, j'essaie de voir qu'ils puissent jouer à la fois en Champions Europe et en U23. Voilà, mais Diogo Costa c'est pas le cas. Par exemple, donc lui c'est un challenger, mais il y en a certains, voilà, si vous pouvez choper par exemple en attaque, vous jouez U23 et Champions Europe, Vinicius en attaque, ça marche, vous voyez. Voilà, donc quand c'est possible, je fais des recouvrements, et quand c'est pas possible, eh ben, je fais avec. Si je jouais la Challenger, ça aurait marché, U23 et Challenger. Voilà, rien de trop folichon, mais voilà, Ronaldo, je suis content, c'est quand même emblématique comme carte, et j'en ai fait l'acquisition récemment. Si on doit se projeter maintenant à long terme, et pour revenir au sujet de la vidéo, le sujet central, on regarde les charts qui sont disponibles dans Sorare Data. Et dans Sorare Data, ce graphique-là, il est assez emblématique quand vous voulez voir la dynamique au niveau de Sorare. Donc il y a plusieurs courbes qu'on suit. C'est les courbes d'évolution des possesseurs sur la blockchain de une carte ou plus, 2 cartes ou plus, 5 cartes ou plus, 10 cartes ou plus, etc. Un joueur Sorare, il peut ne pas avoir de cartes, mais dans ce cas-là, c'est pas un vrai joueur Sorare, c'est un inscrit et pas vraiment quelqu'un qui joue au même jeu que vous. Moi, je vais m'y regarder 5 cartes et plus. 5 cartes et plus, parce que ça veut dire que le gars peut jouer en SO5. Et quand on voit l'évolution de ces courbes, en fait, on se rend compte que on a eu une certaine dynamique, que là, il y a un point d'inflexion de la courbe, c'est-à-dire qu'on a eu un boom, vraiment une accélération encore plus forte que ce qu'on avait pu voir avant, au 13 août. 13 août, comme par hasard, c'est la mise en circulation des cartes limited. Ça veut dire que à la fois par le buzz des limited et par l'accessibilité prix, on a eu une accélération de l'entrée des joueurs sur Sora. Et cette accélération, elle est très nette, puisque là, si on prend par exemple la stat au 11 octobre, on voit que les possesseurs de 5 cartes ou plus, c'est 26 000. Et si on se met en septembre, on était à 18 000. Ça veut dire que le joueur a pris plus 8 000 en un mois. Plus 8 000 en un mois, ça fait, si on était à 18 000, ça fait quasiment 40% ou 40-50% d'augmentation. Donc c'est très soutenu, et ça ne concerne pas que les 5 cartes ou plus, puisqu'on voit que si on prend les joueurs qui ont des gros stacks, donc plus de 50 cartes, on en a 2700 en octobre, et, et là, voilà, pour se remettre à peu près un moment, 2000 en septembre. Donc ça fait aussi, là on peut trouver une augmentation de 40%. Ça veut dire aussi que il y a des quand les joueurs rentrent, ça rentre à tous les niveaux, c'est-à-dire il y a des joueurs qui rentrent avec peu de cartes,
et ça grossit ce nombre de joueurs qui possèdent peu de cartes grossit, mais aussi des stacks plus élevés, ça grossit aussi. C'est un peu logique parce que des joueurs à petit budget qui rentrent profitent d'un buzz, et avec d'un buzz, de ce buzz là ils en parlent autour d'eux et ils peuvent convaincre des joueurs aussi de venir les rejoindre, qui sont des fois des joueurs plus fortunés. Donc voilà, bon, pour aller au bout de ce raisonnement là, j'aimerais bien pouvoir avoir accès au volume en Ether des gens pour confirmer ça, parce que le fait de posséder 100 cartes, c'est pas forcément 100 cartes chères, enfin. Il y a ces considérations-là, mais la dynamique d'ensemble, elle est nette, c'est que ça grimpe à tous les étages. Voilà. Ça grimpe à tous les étages, et après, je me suis posé la question des prix. Moi, mon ressenti, je joue beaucoup sur les cartes de Division 2, donc mon ressenti sur les super rares, c'est que les super rares convoitées, elles ont quasiment fait 1x2 sur les derniers mois. C'est pas que moi qui pense ça, hein, on est beaucoup à le penser. Après, j'aime bien confirmer ça avec sur Sorare Data pour voir un petit peu ce qui se passe à partir d'août. Alors, il y a plusieurs effets à prendre en considération sur les joueurs, parce que, par exemple, on pourrait objecter que Con, il était ok titulaire au début à Salzbourg, mais il y avait Mantel qui pouvait aussi jouer, on n'était pas trop sûr qu'il serait titulaire, il y avait certains qui ont voulu me l'acheter Con en me disant ouais tu sais c'est pas sûr qu'il sera titulaire, enfin bref il avait joué tous les matchs de prépa, il était plus vieux, il était bon, pour moi il allait rester. Mais bon, c'était pas encore sûr, par contre là c'est de plus en plus sûr, on pourrait me dire. Bon ok, mais n'empêche que de passer de 0,5 à 1 Ether en un mois de temps, c'est pas qu'une confortation de juste statut. Hein. À ce niveau-là, on savait déjà qu'il était titulaire à Con, donc là, il y a vraiment un effet de pression de nombre de demandes en fait, qui fait qu'au niveau des enchères, au niveau des enchères, ça part de plus en plus haut. Et du coup, après, les gens s'ajustent aussi au marché secondaire, et du coup, c'est plus cher. Donc en fait, c'est logique, hein. Au plus vous avez de gens sur le marché, au plus ils vont se battre pour les ressources. Alors, ils vont se battre pour les ressources rares. J'insiste sur ce point-là parce que si jamais vous vous battez sur un joueur dernier du classement au Japon, je suis sûr que les prix ne sont pas montés aussi haut. Parce que forcément, vous avez tellement de cartes en circulation et les gens ne s'y accrochent pas que même si vous avez beaucoup de demandes, les gens essaient de se précipiter sur ce qui est rare et fort. Donc la sensibilité prix par rapport au marché, elle va se trouver sur les cartes fortes. Donc moi j'ai toujours cette philosophie-là de vous dire de jouer dans les divisions où vous pouvez acquérir les cartes fortes. Vaut mieux être fort en D5 que moyennasse en division 4. Moi c'est mon ressenti. Et voilà, et ce genre de graphique-là me pousse à me dire que les gens se battent pour ce qui est précieux et rare. Et donc là les gardiens, on le sait, un gardien U23 comme lui, c'est cher. Moi j'avais acheté sa carte 1 Ether en super rare, 1 Ether en août, revendu 3 Ethers à peu près dans cette période-là, un nouvel entrant qui se constitue une équipe. Donc c'est voilà, c'est cette pression-là. D'ailleurs, Diogo Costa, là, lui, on a un peu plus de points sur le graphique parce que c'est une carte qui est plus ancienne, donc il y a beaucoup plus de cartes en circulation, mais on peut voir la même dynamique. Hein. Là, voilà, autour du 13 août. Bon, alors lui aussi, c'est pareil. On se demandait si Marchesine il allait revenir au niveau de Porto, parce que c'était lui le gardien titulaire à un moment donné. Néanmoins, là, le spot, il était sécurisé. Et malgré tout, boum, c'est monté. Voilà, c'est monté bien haut, puisque là, on a toujours pareil, du 1 Ether pour un gardien U23. Même sujet que pour Con, même sensibilité sur les super rares. J'ai acheté d'ailleurs Diogo Costa pour quasiment la même chose que Con, un petit peu moins, et c'est un meilleur achat pour moi parce qu'il durera plus longtemps au niveau de l'UN3. Mais voilà, on voit cette dynamique quand même de prix croissant avec l'arrivée des utilisateurs. Alors, je me suis intéressé aussi à Cristiano Ronaldo. Alors là, c'est un peu moins net. Bon, on voit quand même que avec le pic d'utilisateurs, boum, c'est monté dans l'espace. Les prix, bon, peut-être ce point-là, il est aberrant, mais là, on voit bien la vague comme ça qui monte. Et là, j'ai un peu une baisse de prix. Alors, ce point-là, il est aberrant, c'était un gros deal qu'il y a eu. Petite baisse de prix, alors je sais pas à quoi c'est dû. Pour moi aussi, il y a quand même un effet là de la trêve internationale, enfin pas la trêve internationale, mais plutôt le break international avec les matchs internationaux, parce que tout simplement, quand les gens ne peuvent pas jouer au So5, il y a moins de pression à l'achat sur les cartes.
ils sont moins demandeurs de complétion au niveau des effectifs. Ils veulent pas forcément acheter une carte pour juste faire le break international. Ils préfèrent se projeter. Et cette projection-là, souvent, elle est remise à plus tard. C'est-à-dire, on se dit pas, ouais, dans 3 semaines, j'aurai besoin de la carte et je vais l'acheter. Alors, ça serait comme ça hein, qu'il faudrait faire, anticiper un maximum. Mais vous devez le ressentir si vous jouez déjà à saut rare. Dans les moments où il n'y a pas de saut 5, le marché est moins liquide. Hein, voilà. Les gens sont moins pressés d'avoir des joueurs, donc c'est tout mou quand il y a peu de matchs ou quand il y a de l'international. Alors j'ai pris Messi. Alors Messi, petite digression. Pourquoi 6 Ethers Messi? Alors 6 Ethers Messi en rare versus un Ronaldo 1,9 en rare. Alors je sais qu'il y a des partisans de Messi, des partisans de Ronaldo, mais il n'y a pas un x3 entre ces deux joueurs-là. Bien que Messi est un L40 qui soit exceptionnel, et que Ronaldo il est fort aussi, mais il est un peu moins fort. Pour moi, il y a aussi une question de supply, c'est-à-dire que des cartes Ronaldo, ça fait belle lurette qu'elles existent. Il y en avait déjà en 2019-2020, parce qu'il était dans un club, donc à la Juventus, qui émettait déjà des cartes Sora. Là où Messi, c'est Barcelone est en contrat que cette année, mais bon, c'est pas par Barcelone, c'est par Paris qu'il a été édité. Voilà, donc les cartes Messi elles sont tellement rares que dès qu'il est sorti, boum, qui c'est qui est venu mettre sa patte dessus? Ben, une Wales, donc un très gros joueur, un des 3 ou 4 plus gros stacks de Sorare avec le fonds d'investissement Blackpool. You will never walk alone, YNWA, fan de Liverpool. Très sympa, qui est venu prendre la Messi, la première rare, 8 Ethers, boum. Après on revient à des prix de marché, mais on voit qui? Copter Apples, ça aussi The Noob, donc ça c'est des français celui-ci. Là c'est aussi Blackpool à Dodjot, je sais pas, mais en général Mamba aussi, très ancien joueur venant d'Ukraine, très sympa aussi. Dodo français, sigle du PSG en logo. Voilà, donc en fait c'est souvent les Wales et les anciens joueurs qui ont pu se permettre ces achats là. Et pourquoi c'est monté si haut aussi? Mbappé 6 Ethers, je veux bien parce qu'on va pouvoir l'utiliser 10 ans, mais un Messi si haut que ça, bon c'est un joueur de légende et surtout il n'y a que 10 cartes en circulation. Rare c'est 1 sur 100, certes, mais à l'heure actuelle c'est les premières années que Messi sort, donc c'est pas 100 la rareté de Messi, actuellement c'est, je sais pas on est à la combien là, 16, voilà, c'est 16 exemplaires. Donc 16 exemplaires versus Ronaldo où il y a eu des 80 exemplaires fois 3 années, 240, en fait, ouais non mais là j'extrapole, mais en fait en vérité je le vois ici, donc 146 rares en circulation versus 14. Voilà. C'est ça qui fait l'écart de prix entre les deux. Bon, bref, peu importe, on est sur les dynamiques de prix, je m'égare. Jason Denayer, pourquoi j'ai mis? Parce que lui, ça fait longtemps qu'il est là, c'est pas une carte exceptionnelle, mais on peut voir aussi que petit à petit le prix est monté. Hein, voilà, donc on a eu cette vague-là, avec cette petite redescente-là que j'attribue personnellement au break international. Néanmoins, on a un point moyen ici qui est à 0,11 et un point moyen ici qui est à 0,16, même en break international, donc ça fait 50% d'augmentation. Nicolas Palois, pareil, on voit la dynamique, là, l'arrivée des users au 13 août avec les limited, bien que je ne sois pas sur les limited, on voit que hop, on est monté assez haut. Et là j'ai une baisse, alors je sais pas s'il est blessé ou quoi, mais j'ai aussi le break international, donc ça se négocie plus bas. Pensez-y aussi pour faire vos achats dans les breaks internationaux, des fois on arrive à toucher les choses un peu moins chères. Donc si ça se poursuit, et il n'y a pas de raison que ça se poursuive pas, avec l'ouverture de la Bundesliga, les cartes limited, là il y a Sorare qui poursuit son plan média, hein, puisqu'en ayant levé 1 milliard, on va pas se contenter de compter sur l'affiliation des joueurs pour faire de la croissance. On va faire du média. Ben, on a eu Sorare qui a fait, Sorare et l'équipe s'associent, voilà, licorne de l'entertainment. Donc on va avoir des encarts maintenant dans l'équipe, qui a au niveau du sport en France, c'est quand même énorme l'équipe, hein, je veux dire, tonton Jean-Luc et papy Stéphane, ils le lisent. Donc ça, ils le lisent en papier en plus. Donc comme ils le lisent en papier, même eux, ils vont connaître Sorare parce qu'il y aura un encart à chaque fois dans ce
journal. Et ça va apporter du monde. Pareil, à chaque fois qu'ils font des diffusions de NFT en incluant de nouvelles stars, c'est star et le tweet, etc. Ça, plus la contamination, le bouche à oreille aussi, ça on va atteindre une masse critique parce que actuellement, faut se dire que quand vous avez une personne qui vous parle de Sora, ça fait quelque chose dans la tête, mais ça reste un extraterrestre, celui qui vous en a parlé de Sora. Quand vous avez 3 personnes qui vous ont parlé de Sora, là vous vous dites c'est moi l'extraterrestre, il faut que je rentre. Et ce truc-là, à un moment donné, ça va enclencher. C'est-à-dire que là, on est sur des... il y a certains effets, voilà, les limited, l'annonce de la Liga, le ci, le là, qui font des courbes comme ça, mais de temps en temps, boum, on va avoir des impulsions encore plus grandes qui vont être dues, à mon avis, à ces effets-là de recoupement de multicanal, en fait ce qu'on appelle le multicanal, c'est-à-dire vous avez entendu parler du jeu plusieurs fois et du coup vous y allez. Et ce multicanal, on est en train de l'atteindre parce que Sora a des moyens et la communauté grandit. Voilà, donc on m'a demandé de parler de Sora dans une perspective de long terme. Moi, mon long terme, je le vois à travers ça. Donc pour moi, c'est un jeu qui a un réservoir potentiel de fans de plusieurs centaines de millions, hein, alors qu'aujourd'hui, on a péniblement, enfin, péniblement, pas péniblement, on s'amuse, mais on a voilà, 26 000 joueurs de plus de 5 cartes. Ça vous laisse, on doit être à même pas 1% de ce que ce jeu peut devenir, 1 pour 1000, 1 pour 1000. Donc la pression sur les prix, là je vous parle de plus 7000 joueurs sur un mois, 8000. Mais après on les prendra peut-être par semaine, voire par jour, 8000 joueurs. Donc imaginez la pression sur les prix. Donc d'ailleurs, même si on arrive dans ces extrémités-là, il n'y aura pas que les limited, on pourra faire aussi des cartes à 1 sur 10 000. Hein. C'est sûr et certain, sinon les prix seront encore trop hauts. Voilà, donc on est qu'au tout début d'une vague très puissante. Ne croyez pas que c'est trop tard pour entrer dans Sora, ça va continuer à monter. Donc à long terme, même sans être très très bon en foot, à mon avis, ça reste un investissement qui n'est pas très risqué. Après, bon, maintenant on va parler foot. Moi, sur quoi je mise à long terme? Je mise sur les jeunes. Pourquoi? Alors, les jeunes, vous voyez que j'ai pas que des jeunes, hein, ça c'est pour jouer maintenant, c'est pas pour jouer dans 100 ans. Mais si je vais, alors pas à Sofa et mes U23, voilà. J'ai eu beaucoup de joueurs en U23. Alors pourquoi un U23 c'est peut-être moins risqué qu'un Cristiano Ronaldo? Déjà, il y a une question de token utility de long terme. C'est-à-dire que Diogo Costa, quand je l'achète, il va avoir, en plus c'est un goal, donc carrière jusqu'à 35 ans, 15 ans de carrière. 15 ans de carrière. Donc ça veut dire que je prends une carte qui va me rapporter des revenus. Alors je ne vais pas gagner tout le temps, bien entendu, mais pendant 15 ans, je vais pouvoir exploiter cette carte-là. Versus un Cristiano Ronaldo. Alors Cristiano Ronaldo, ne croyez pas qu'il est mort, hein. Il a rapatrié sa salle de cryothérapie jusqu'en Angleterre. Moi le mec, s'il joue jusqu'à 40 ans, je suis pas étonné. Donc peut-être qu'un Cristiano Ronaldo 36 ans, ça fait encore 4 ans. Donc les extraterrestres comme lui, ne croyez pas que parce qu'il a dépassé les 35, il est mort. Hein. Voilà. Et puis en plus, il joue encore à Manchester, mais il va peut-être faire 2 saisons à Manchester. Après, il peut aller en MLS, enfin bref, il peut faire mal en Sofa, il va encore pendant longtemps. On en reparlera. Mais bon, voilà. Donc les jeunes, par contre, qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant? C'est que déjà, donc, vous avez 10 ans de revenus de perspective, donc un amortissement d'une carte comme ça, vous êtes quasiment sûr de rentrer dans vos sous si le price pool, bien sûr, côté soir ne change pas trop. Par contre, il y a un autre truc aussi, c'est que Diogo Costa, il va peut-être avoir des hauts et des bas dans sa carrière. Quand je le possède pendant 10 ans, j'ai plus de chances de rencontrer un pic de valeur. Imaginons que, je vais prendre voilà, cette carte-là. Imaginons, ça me plaît pas d'avoir les cartes de Neuer entre les mains, mais c'est pas grave. Pour l'exemple, ça fera l'affaire. Imaginons que ça, c'est une échelle où on n'est pas sur 3 mois, mais sur 4 ans. Ben moi, en ayant eu le jeune, j'ai plus de chances sur une période de 10 ans de rencontrer un pic de ce type que si je possède une carte que pendant 2 ans parce que c'est un joueur de 35 ans que j'ai acheté, hors extraterrestre Ronaldo. Et ce pic-là, c'est le moment où je vais pouvoir me gaver en plus-value de revente. Donc le fait de posséder des jeunes, ça vous permet d'avoir cette cible-là de pic dans votre carrière. Donc vous les gardez plus longtemps, vous pouvez trouver un pic plus facilement. Le delta aussi. Le delta, bon ça après ça nécessite d'avoir un peu des connaissances sur quels sont les joueurs à fort potentiel. Mais par exemple, pour moi, alors Verscharen derrière De Ketelaere, c'est un des plus gros espoirs au milieu en Belgique.
vers Charen, le prix où je l'acquiers, pour moi, il est inférieur à sa valeur future. C'est un jeune qui n'est pas encore connu et sur lequel vous avez fait une bonne prédiction, forcément, vous l'avez pris à un prix bas et vous allez le vendre à un prix beaucoup plus cher quand il aura explosé. Ça n'est possible qu'avec des jeunes. Et encore des jeunes, je ne parle pas des jeunes les plus connus comme Mbappé. Mbappé, on sait que c'est une star. Voilà, vous le payez déjà au prix fort, Mbappé. Par contre, il y a certains jeunes sur lesquels il y a des doutes qui subsistent. Et si vous faites votre achat à ce moment-là, évidemment, vous pouvez avoir un retour sur investissement qui est bien supérieur à ce que vous auriez sur un joueur déjà confirmé. Donc voilà pourquoi moi je m'inscris dans une perspective de long terme et que j'aime bien acheter des jeunes. Voilà. Après, les jeunes, il y a de l'aléa, des fois ils sont titulaires, des fois ils sont pas titulaires, ils peuvent être transférés dans des ligues différentes, enfin c'est un pari aussi, c'est pas gagnant à tous les coups. Mais voilà pourquoi moi à long terme j'aime bien miser sur les jeunes. Je vais vous parler aussi d'un autre truc sur quand on parle d'investissement, il faut parler de risque. Est-ce que Soar, il y a du risque? Alors oui, il y a du risque parce que on ne sait pas la dynamique de marché, parce que, bon, le risque pour moi, je ne vais pas vous parler du nombre parce que pour moi, on est à 1 pour 1000 d'un marché phénoménal, donc la quantité, la saturation du marché, c'est pas un risque pour moi. On m'a posé des questions. Alors le risque, ça peut être, est-ce que Sorar, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que finalement, ah oui, voilà, j'ai eu ça. Est-ce que Sorar, c'est un Ponzi? On m'a posé cette question-là. Alors, pour moi, c'est pas un Ponzi, mais j'aurais pu répondre aussi que oui, c'est un Ponzi, parce que tout est un Ponzi dans la vie, c'est ce que m'a dit un ami avec qui j'en discutais. Parce qu'il y a toujours besoin pour qu'un système soit en croissance qu'il y ait de nouveaux entrants, c'est sûr. Mais après, est-ce que la question du Ponzi, c'est pas est-ce qu'il y a besoin de nouveaux acheteurs d'appartements pour que l'immobilier grandisse? Ça, la réponse est toujours oui. C'est est-ce que le système peut survivre s'il y a moins de nouveaux entrants? Est-ce que moi aujourd'hui, quand je gagne en SoFive, je suis payé par les nouveaux entrants? Voilà. Est-ce que c'est une pyramide ou pas? Alors, clairement, Sorar, quand il vous paye en SoFive, l'essentiel du price pool, qu'on va voir qui est live là, voilà, hein, donc nous on concourt là, alors pour l'instant on est 11e en D3, on espère que ça va tenir et qu'Alfonso Davies il va être bon. Mais par exemple, où sont les prix? Ils sont là. Voilà, on va voir le price pool, comment Sorar paye. Donc Sorar, là, ma division 3, où il y a 800 personnes, ils vont sortir en euros 600, 400, 300, 1300 euros. Ils vont sortir 1300 euros. Oh les pauvres! Oh les pauvres, parce que 1300, je crois qu'ils font 1 million d'euros de vente par jour aux enchères, mais même 1300 euros c'est ridicule en liquide. Le reste, ce que je veux dire, c'est que c'est des paiements en carte. C'est des paiements en carte qu'ils impriment. Donc, il n'y a pas besoin d'un afflux financier pour payer les 21 personnes. Il n'y a pas besoin d'un afflux financier phénoménal pour payer les gens. En D4, c'est encore plus flagrant, 5000 personnes. En liquide, c'est 1000 euros. Et le reste, c'est des cartes. Bon, il y a les paliers aussi à payer, certes. Mauvais exemple avec la D4, mais bon, quand bien même, une personne sur 4 fait le palier. Il y a 50 000 euros à sortir en palier. C'est ridicule comparé au volume de cartes qui se vendent chaque jour. Et par des nouveaux entrants, mais pas que. L'essentiel aujourd'hui des achats est plus fait par la communauté existante que par les nouveaux entrants. D'accord? Parce que chacun veut continuer à investir dans le jeu, parce qu'il y a une usure des cartes aussi, ça aussi, pour vous dire que Soar, c'est pas un Ponzi, il y a une usure des cartes, c'est-à-dire que c'est pas quand vous êtes au sommet de la pyramide, bon, ben, vous gardez votre effectif pendant 100 ans et puis tout va bien. Non, à un moment donné, vos joueurs ils se blessent, vos joueurs ils vont à la retraite, donc il y a une usure. Donc même les joueurs qui étaient entre guillemets au sommet de la pyramide, il y a un moment donné, ils doivent redescendre pour acheter des cartes parce qu'il y a un renouvellement du stock, parce qu'il y a aussi des bonus supérieurs sur les nouvelles cartes. Il y a plein de raisons qu'ils peuvent faire. Il y a des nouveaux joueurs qui jouaient pas au foot avant et qui sont des bons. Donc il y a un cycle en fait dans Sora. Il y a un cycle et c'est pas uniquement vertical. Voilà, c'est pas uniquement vertical. Donc pour moi c'est pas un Ponzi. Puis le token utility, il faut en parler aussi, c'est-à-dire que quand vous possédez des cartes, vous pouvez jouer au SoFive,
Vous pouvez jouer aussi à Sorare Data League, vous pouvez jouer à Mega, et ça c'est que le début. De plus en plus de jeux vont être offerts aux détenteurs de cartes Sorare. Je l'ai déjà dit, alors j'ai parlé de FIFA comme ça parce qu'ils ont leur système de cartes, mais imaginons demain, peut-être que un autre jeu de foot, ou FIFA, on ne sait pas. Si vous voulez jouer en mode compétitif, rémunéré, avec une équipe dans laquelle il y a Ronaldo, peut-être que ça vous sera autorisé si vous avez la carte Cristiano Ronaldo. Alors attention, hein, j'ai pas d'infos ou quoi que ce soit, je me projette juste parce que les NFT, messieurs, dames, c'est des clés d'accès vers le métaverse. Le métaverse, c'est toute la réalité alternative qui est créée par les jeux vidéo, par la réalité virtuelle qui se développe avec les casques, etc. Et les NFT, ça fait le pont entre les deux. Voilà. Vous possédez un NFT Ronaldo, vous pourrez faire des choses dans les jeux alternatifs de ce métaverse. C'est encore early comme notion, mais je vous garantis que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et détenir ces clés-là, ça a cette utilité. On voit aujourd'hui, moi j'ai une carte Michel Platini. Michel Platini, je vous assure qu'il marque plus beaucoup de points le week-end en So5 parce que il est à la retraite. Mais il y a quand même un token utility parce que Sorare a dit, ben ouais, Michel Platini, quand vous alignerez sa carte, quand ils auront lancé les événements spéciaux, ben, quand vous alignerez sa carte, il prendra la valeur des joueurs de l'équipe de France qui jouent encore réellement, et ce soir-là, on prendra le meilleur milieu de l'équipe de France et on attribuera sa note à Michel Platini. Voilà. Donc le token utility, il existe indépendamment du fait que de nouveaux entrants arrivent ou pas. Donc voilà, donc pour moi, toutes ces raisons, Sorare, c'est pas un Ponzi et ça va pas s'effondrer comme ça. Alors après, c'est des notions qui sont très dures à apprécier, et je suppose que si aujourd'hui, voilà, je dis à un courtier en immobilier, mais expliquez-moi pourquoi l'immobilier c'est pas un Ponzi. Est-ce qu'aujourd'hui, les 300 000 lotissements que vous avez prévu de construire, ils peuvent voir le jour si jamais il n'y a pas des nouvelles naissances et de nouvelles personnes qui ont besoin d'un appart. Bon voilà, l'économie elle est un peu dans la panade si on lui dit qu'il n'y a pas de nouveaux entrants. Après il faut voir que ça ne repose pas que sur ça et qu'on n'ait pas une remontée pyramidale de l'argent, et pour moi c'est pas le cas dans So5, dans Sorare et dans le paiement des récompenses en So5, puisqu'elles peuvent être payées ces récompenses en carte de façon très, très simple. Voilà, après encore faut-il que les cartes trouvent une liquidité, hein, c'est-à-dire qu'on trouve des acheteurs. Et ça, ces acheteurs-là, on les trouve parce qu'on a tous envie de gagner des compétitions. Voilà, donc ça, c'est des notions économiques, c'est un peu plus dur à cerner, mais c'était important de le dire aussi. Dernier risque, non, il y a la sécurité aussi, bien sûr, il faut protéger vos comptes avec des 2FA et avec des donc de double authentification, et bien protéger vos mots de passe, etc. Mais aussi, il y a un risque de sécurité de Sorare en lui-même, parce que moi, je peux perdre mon mot de passe, Sorare me le rendra, mais si la plateforme se fait hacker, bah, il peut y avoir des dégâts. Je sais pas comment c'est foutu de leur côté, le système de sécurité. Je suppose que s'ils ont levé 1 milliard, ça a dû être audité pour que ce soit suffisamment solide, mais c'est que des conjectures. Donc il y a ce risque-là, la sécurité de Sorare, c'est un des risques qui plane sur votre investissement. Quand vous mettez des sous dedans, vous vous en remettez à eux, sur ce point-là. Autre risque, et après j'en aurai fini avec les angoisses, le gambling. Donc en ce moment il y a des commissions qui auditent Sorare, notamment en Angleterre et peut-être en Suisse aussi, j'ai vu qu'il y avait un sujet là-bas. Bon, en Suisse ça a été déterminé comme étant une entreprise de paris selon eux, et en Angleterre ils sont en train de se poser la question, est-ce que Sorare c'est du pari ou pas? Alors c'est pas parce que c'est du pari que ça deviendra interdit, c'est juste qu'ils devront passer par des systèmes de montrer patte blanche, en fait, de se soumettre à certaines règles dans ces pays-là, si jamais dans ces pays c'est considéré comme du pari. Hein. Voilà, on n'est pas en train de pousser mémé dans les orties ou de faire des trucs mal. Hein. Le gambling c'est autorisé, c'est juste que si vous êtes reconnu comme étant une entreprise qui fait du pari, eh ben, vous devez vous soumettre à certaines choses. Pourquoi moi c'est pas du pari pour moi Sorare? Parce qu'en fait c'est conversation de Twitter avec quelqu'un qui a trouvé la bonne métaphore. Quand quand vous possédez un cheval et que vous participez à une course, on ne dit pas que vous êtes parieur sur la course. D'ailleurs, souvent c'est interdit d'être à la fois jockey et parieur. Bon, pour les propriétaires de course, c'est encore différent. Bon, peu importe. En tout cas, quand vous possédez un cheval et que vous participez à une course, ben vous faites pas du pari. Et là, c'est un peu ça en fait. En gros, quand vous possédez Ronaldo, alors vous
possédez pas le joueur en entier, mais vous possédez 1/1000 ou 1/2 si ça fait 2 ans que c'est émis, du NFT Ronaldo. Et ça, vous pouvez l'inscrire dans une compétition avec laquelle vous allez gagner ou pas des récompenses. Ça, c'est pas du pari. Je suis d'accord que c'est corrélé à ce qui se passe dans la réalité de ce que va faire le joueur, mais la corrélation avec la réalité n'emporte pas pour moi sur le pari. Hein, voilà. Donc, pour moi, posséder une carte Nabil Fekir et participer à une compétition, avec cette carte-là, ce n'est pas parier sur le Betis Séville. Voilà. Donc, on est d'accord que c'est des notions qui sont à cheval. On pourrait me dire, oui, mais tu paries quelque part sur Nabil Fekir, sur le fait qu'il va être bon, etc. Oui, puisqu'il y a une corrélation avec la réalité. Certes, j'entends ça. D'ailleurs, moi, quand je dis que acheter une carte, des gens qui jouent au pari en ligne, je leur dis, ne pariez plus vainement sur des équipes, achetez carrément le joueur, parier sur lui, mais dans le sens faire confiance. Voilà, c'est pas parce que demain je fais confiance à quelqu'un quand je le recrute dans une société que c'est un pari. Je suis pas susceptible parce que je suis RH d'aller faire de la prison parce que j'ai fait du pari illégal. On n'est pas en train de dire ça. Là, on fait confiance, on mise, mais dans le sens faire confiance. Voilà, c'est pas du pari. Voilà, donc ça c'était les trois risques qui peuvent planer sur Sorare. Ponzi, est-ce que c'est soutenable? Alors voilà, on est à 1 sur 1000 dans un marché qui a encore peut-être 10 ans de croissance devant lui, donc pas de souci. Et puis pas de Ponzi parce que usure et parce que token utility et parce que cycle dans l'économie et non pas verticalité pure. Voilà. Pas de gambling pour moi. Et si c'est le cas, ben, Sorare fera ce qu'il faut pour se mettre en conformité, si c'est vu comme tel. Sécurité, ça je suis bien capable de vous le dire, mais bon, on aurait moyen, à mon avis, s'il y avait du hack, de retrouver, puisqu'il doit y avoir des registres, etc., qui sont les possesseurs réels des NFT et de réattribuer tout ça. Voilà, néanmoins, ça n'empêche pas aussi de se faire des sauvegardes de ses effectifs, etc., pour faire valoir peut-être des preuves si un jour il y avait un problème de sécurité. Alors là, après, c'est le côté parano, mais bon, voilà. Vous pouvez aller là-dedans si c'est ce qui vous plaît. Voilà, je suis désolé pour la vidéo un petit peu longue. Pour vous donner des news de l'OM Sorare Story, je ne l'ai pas arrêté, hein, c'est juste que j'en ferai une fois par mois et que ce cher Sampaoli m'a tué les 6 derniers matchs. Là, j'étais incapable d'aligner une compo de l'OM qui jouait sans avoir un DNP. J'ai même arrêté de mettre Mandanda au cage, j'ai compris que c'était pour Lopez qui jouait, j'ai pris Oblak en joker, mais derrière, ben, Payet, j'avais Payet dans l'équipe, et Payet, un coup sur deux, il jouait pas, des fois c'était Saliba, enfin bref, les compos, elles étaient insolvables, donc j'ai rien gagné avec les teams de l'OM, voilà, mais je ferai un épisode où je résumerai tout ça, et j'espère pouvoir enfin analyser une rencontre de l'OM avec les cartes que j'ai jouées, ça sera peut-être pour la semaine prochaine, puisque là normalement en Champions Europe D5 j'ai une team de l'OM où j'applique les bons conseils que j'ai donnés, à savoir de ne pas mettre un DNP un joueur qui était DNP la semaine d'avant, hein, donc c'était le cas de Dimitri Payet. Bon là je suppose qu'il est revenu, mais bon, prends pas le risque, écoute, tant qu'il n'aura pas fait 2 matchs d'affilée, je le mets plus. Voilà, Luan Perez, ça joue tout le temps, Matteo Guendouzi aussi, j'ai Under, et Milik qui revient, j'espère enfin qu'il s'est pas encore reblessé, le joueur en cristal. Mais bon voilà, c'est fort, et j'espère que ça va donner quelque chose. Donc là on est bon. Dernière news, et puis je clôt la vidéo, je vais faire le premier giveaway la semaine prochaine, donc quand il y aura Marseille-Lorient. C'est-à-dire que je vais donner une carte. Alors je l'ai déjà prise, j'aimerais en avoir un numéro différent, on verra si je l'obtiens, mais bon, pour l'instant disons qu'à minima ça va être Alvaro González. Donc le but du giveaway, je vais pas dire que je vais pas prétendre que je suis un mécène incompris, hein. C'est pas du tout ça. Quand les gens des communautés font des giveaways, bon, ça leur fait plaisir de faire des cadeaux, mais aussi c'est pour faire connaître Sorare Fan Marseille. C'est le but de faire un don de cartes, donc c'est gagnant-gagnant, puisque ça vous permet de vous faire connaître en proposant aux gens
d'être de faire partie des gagnants potentiels de la carte s'ils retweetent un tweet que vous faites ou autre. Et de l'autre côté, ça fait plaisir à la personne qui reçoit la carte. Ça peut permettre à des gens de démarrer plus facilement en SO5, puisqu'on peut considérer qu'avec un giveaway plus une carte de parrainage, ça fait déjà 2 cartes sur 5 pour pouvoir jouer en SO5. Donc après, il reste à mettre ce qui manque pour jouer. Voilà, je pense qu'Alvaro González il va revenir titulaire dans l'axe pour avoir un stabilisateur. Alors après, c'est toujours compliqué avec Sampaoli, mais écoutez, comment faire sinon que de donner des cartes de l'Olympique de Marseille à la communauté olympienne, je vois pas. Donc pour l'instant, ce serait un giveaway honnête de Alvaro González, qui en plus incarne de bonnes valeurs de grinta et de rudesse fair play qu'on apprécie du côté de Marseille. Et puis après, on verra si je renouvelle l'opération avec d'autres cartes. Mais voilà, donc il y aura un giveaway, je vais le marquer dans Twitter. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à retweeter ou à vous abonner. Et vous ferez partie peut-être vous serez peut-être la personne qui le gagnera. Merci à tous, n'hésitez pas à poser vos questions ou à laisser vos commentaires dans la zone appropriée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. À bientôt.